Personne n'aurait imaginé qu'une petite fille de 7 ans, pieds nus et vêtue d'une robe déchirée, allait changer à jamais le destin du fils d'un des hommes les plus riches du pays. Ce qui sortit de ses yeux ce jour-là laissa tout le monde sans voix. Thomas Beaumont avait tout ce que l'argent pouvait acheter. À 25 ans, il vivait dans un penthouse au cœur de Paris, conduisait des voitures de luxe et portait des montres qui coûtaient plus cher qu'une maison. Mais il y avait un détail que personne ne pouvait ignorer. Thomas était aveugle depuis l'âge de 12 ans. Son père, Philippe Beaumont, avait consulté les meilleurs ophtalmologues du monde. De Zurich à New York, de Tokyo à Londres, tous avaient examiné Thomas avec leurs équipements ultramodernes. Le diagnostic était toujours le même, cécité d'origine inconnue. Aucune lésion physique, aucune maladie détectable, aucune explication médicale. Ses yeux étaient parfaitement sains en apparence, mais Thomas ne voyait rien. Absolument rien. Philippe avait dépensé des millions en traitements expérimentaux, en chirurgies innovantes, en thérapies alternatives. Rien n'avait fonctionné. Avec le temps, Thomas s'était résigné à vivre dans l'obscurité. Il avait appris le braille, utilisait une canne blanche et s'était entouré d'assistants qui l'aidaient dans chaque aspect de sa vie quotidienne. Mais quelque chose avait changé en Thomas au fil des années. L'obscurité physique avait engendré une autre obscurité plus profonde, celle de son âme. Il était devenu amer, arrogant, méprisant envers ceux qu'il considérait comme inférieurs. L'argent de son père lui avait tout donné, sauf l'humilité. Il traitait ses employés avec dédain, ignorait les conseils de son père et passait ses journées enfermé dans sa bulle dorée, incapable de voir au-delà de sa propre douleur. Un matin de novembre, Philippe convoqua Thomas dans son bureau. La voix du vieil homme était grave, fatiguée. « Thomas, nous devons parler. »« Encore un médecin miracle, père ?» répondit Thomas avec sarcasme en tâtonnant pour trouver le fauteuil face au bureau. « Non, cette fois, c'est différent. Je veux que tu viennes avec moi visiter la fondation caritative que nous avons créée dans le quartier de Belleville. » Thomas soupira bruyamment. « Pourquoi ? Pour que des inconnus me regardent avec pitié. Non, merci. Tu iras, Thomas. Ce n'est pas une demande. » Le ton de Philippe ne laissait aucune place à la discussion. Le lendemain, une voiture les emmena dans un quartier que Thomas n'avait jamais visité, même avant de perdre la vue. Belleville était loin des avenues luxueuses et des boutiques chics qu'il fréquentait autrefois. Ici, les immeubles étaient délabrés, les trottoirs craquelés, et l'air sentait le béton humide et la friture. La Fondation Beaumont était un centre communautaire qui offrait des repas gratuits, des cours d'alphabétisation et une assistance médicale aux familles défavorisées. Philippe guidait Thomas à travers les couloirs étroits, lui décrivant ce qu'il voyait. Des enfants qui jouaient dans une salle de classe improvisée, des femmes qui cuisinaient dans une cuisine collective, des hommes qui discutaient autour d'un café. Thomas écoutait à peine. Il hochait la tête mécaniquement, pressé d'en finir. Mais alors qu'ils traversèrent la cour arrière, quelque chose se produisit. Une voix cristalline s'éleva, une voix d'enfant. « Monsieur. »« Monsieur avec la canne ?» Thomas s'arrêta. Il sentit une petite main attraper la sienne. Une enfant. Il pouvait sentir la chaleur de sa paume, rugueuse et légèrement collante. « Je m'appelle Léa. Pourquoi tu as les yeux fermés ?»« Je ne les ai pas fermés. Je suis aveugle. » répondit Thomas froidement, essayant de retirer sa main. Mais Léa ne lâcha pas prise. « Aveugle ? Ça veut dire que tu vois rien. »« Exactement. Maintenant, laisse-moi tranquille. »« Ah, attends !» La voix de la petite fille était insistante. « Je peux regarder ?» Avant que Thomas puisse protester, il sentit les petits doigts de Léa toucher doucement son visage, puis ses paupières. Elle était d'une délicatesse surprenante pour une enfant de son âge. « Il y a quelque chose là », murmura-t-elle. Thomas fronça les sourcils. « Quoi ? De quoi tu parles ? » ?»« Attends, bouge pas !» Thomas sentit les doigts de Léa s'approcher de son œil gauche. Il voulut reculer, mais quelque chose dans la douceur de son geste le retint. Philippe, à ses côtés, observait la scène avec curiosité sans intervenir. Léa approcha son visage tout près de celui de Thomas. Il pouvait sentir son souffle chaud, sentir l'odeur de savon bon marché. Puis, avec une précision étonnante, elle toucha le coin de son œil. « Il y a quelque chose de dur ici. Je peux l'enlever ?»« Quoi ?»
Thomas était confus. Tous les médecins avaient examiné ses yeux des centaines de fois. Comment une enfant pourrait-elle voir quelque chose qu'ils avaient tous manqué? « Fais-moi confiance », dit simplement Léa. Il y avait quelque chose dans sa voix, une sincérité désarmante qui fit baisser les défenses de Thomas. Il hocha lentement la tête. Léa plaça son pouce et son index près de l'œil gauche de Thomas. Elle fit un mouvement délicat, précis, comme si elle retirait une minuscule écharde. Thomas sentit une légère pression, puis un picotement, et soudain, une explosion de lumière. Thomas cria, portant ses mains à son visage. Son cœur battait à tout rompre. Il voyait quelque chose. Pas clairement, mais il voyait. Des formes floues, des ombres, de la lumière. « Mon Dieu !» s'exclama Philippe en attrapant le bras de son fils. « Thomas, qu'est-ce qui se passe ?»« Je vois quelque chose. C'est flou, mais... » « Il y a de la lumière !» Léa sourit, puis toucha son œil droit avec la même délicatesse. Un autre mouvement précis, une autre pression légère. Cette fois, la lumière fut aveuglante. Thomas ferma instinctivement les yeux, submergé par les sensations. Quand il les rouvrit, le monde était là, flou, déformé, mais présent. Les couleurs, les formes, les visages, il baissa les yeux vers la petite fille devant lui. Léa le regardait avec un sourire radieux. Ses cheveux noirs étaient emmêlés, sa robe était 3 tailles trop grande, et ses pieds nus étaient couverts de poussière. Mais ses yeux brillaient d'une lumière pure. Dans sa petite paume ouverte, elle tenait 2 objets minuscules, presque invisibles. Thomas plissa les yeux pour mieux voir. On aurait dit de minuscules fragments de verre ou de cristal, si fins qu'ils étaient presque transparents. « C'était ça qui te bloquait les yeux », dit Léa simplement. « Mais c'était juste là, Chobor. Les grandes personnes regardent toujours trop loin. Moi, je regarde de près. » Philippe s'approcha tremblant. Il prit les fragments dans sa main, les examina avec stupéfaction. Comment était-ce possible? Comment des dizaines de spécialistes avaient-ils pu manquer cela? La réponse vint d'un des médecins de la fondation qui accourut après avoir entendu les cris. Après avoir examiné Thomas et les fragments, il expliqua, incrédule, « Ce sont des microcorps étrangers, probablement des éclats de verre microscopiques. Ils étaient logés dans les glandes lacrymales, juste à la limite entre la paupière et l'œil. À cette position, ils créaient une pression constante sur le nerf optique, bloquant progressivement la transmission des signaux visuels au cerveau. Mais ils étaient si petits et si bien cachés qu'aucun examen standard ne pouvait les détecter. Il fallait regarder exactement au bon endroit, avec le bon angle. Mais comment une enfant a-t-elle pu... Philippe ne parvenait pas à terminer sa phrase. Le médecin sourit. Les enfants voient différemment. Ils remarquent les petits détails que nous, adultes, ignorons. Et cette petite a apparemment un don d'observation exceptionnel. Thomas s'agenouilla devant Léa, ses yeux encore flous, mais remplis de larmes. Pour la première fois depuis 13 ans, il pleurait en voyant son propre visage reflété dans les yeux d'une autre personne. « Merci » murmura-t-il, sa voix brisée par l'émotion. « Merci, Léa. » La petite fille haussa les épaules. « C'était juste là. Tu avais juste besoin de quelqu'un qui regarde au bon endroit. » Dans les semaines qui suivirent, la vision de Thomas s'améliora progressivement. Les médecins confirmèrent qu'une fois les corps étrangers retirés, le nerf optique avait recommencé à fonctionner normalement. C'était un miracle médical, disait-il. Mais Thomas savait que ce n'était pas seulement un miracle physique. Il avait passé 13 ans dans l'obscurité, mais cette obscurité n'était pas seulement dans ses yeux. Elle était dans son cœur. Il avait été aveuglé par l'arrogance, par le sentiment d'être au-dessus des autres, par l'amertume de sa condition. Il avait cessé de voir le monde, non pas quand il avait perdu la vue, mais bien avant, quand il avait cessé de regarder vraiment les gens autour de lui. Léa lui avait retiré bien plus que 2 fragments de verre. Elle lui avait retiré les écailles qui recouvraient son âme. Thomas commença à passer ses journées à la fondation. Il apprit à connaître Léa, sa mère qui travaillait 3 emplois pour joindre les 2 bouts, son petit frère qui souffrait d'asthme. Il rencontra les autres familles, écouta leurs histoires, partagea leurs repas. Pour la première fois de sa vie, il voyait vraiment les gens. Pas comme des assistants ou des subordonnés, mais comme des êtres humains avec leurs luttes, leurs rêves, leur dignité.
Philippe observait la transformation de son fils avec une joie mêlée de tristesse. Il avait fallu qu'il perde la vue pour apprendre à voir. Un jour, 6 mois après l'incident, Thomas était assis dans la cour de la fondation, regardant Léa jouer avec les autres enfants. Philippe s'installa à ses côtés. « Tu sais ce qui est étrange, père ?» dit Thomas sans détacher son regard des enfants. « J'ai retrouvé la vue, mais maintenant je réalise que j'étais aveugle, bien avant de perdre mes yeux. J'étais aveugle à tout ce qui comptait vraiment. » Philippe posa sa main sur l'épaule de son fils. « Et maintenant ?» « Maintenant je vois, vraiment, et je ne veux plus jamais être aveugle. » Thomas utilisa sa fortune différemment désormais. Il créa des bourses d'études pour les enfants comme Léa, finança des programmes de santé communautaires et passa la majorité de son temps à la fondation. Il apprit que voir ne consistait pas seulement à percevoir la lumière, mais à reconnaître l'humanité en chaque personne. Léa, elle, continua d'être Léa, simple, directe, observatrice. Elle ne comprenait pas vraiment pourquoi tout le monde faisait tant d'histoires. Pour elle, elle avait simplement aidé quelqu'un qui en avait besoin. C'était ce qu'on faisait, non? On s'entraidait. Parfois, les plus grandes vérités nous sont révélées par les plus petits d'entre nous. Parfois, il faut perdre quelque chose pour apprendre à le valoriser. Et parfois, ce qui nous aveugle le plus n'est pas dans nos yeux, mais dans nos cœurs. Thomas avait été aveugle pendant 13 ans. Mais grâce à une petite fille aux pieds nus qui avait osé regarder là où personne d'autre n'avait regardé, il avait retrouvé bien plus que la vue. Il avait retrouvé son humanité. Car voir le monde est une chose. Mais voir vraiment, avec le cœur autant qu'avec les yeux, c'est ce qui nous rend pleinement humains. Si cette histoire vous a touché, si elle a résonné en vous d'une manière ou d'une autre, prenez un moment pour réfléchir. Qu'est-ce qui vous aveugle dans votre propre vie ? Qu'est-ce que vous refusez de voir? Parfois, il suffit de regarder au bon endroit, avec les bons yeux, pour que tout change. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires qui inspirent et transforment. Et surtout, n'oubliez jamais de regarder le monde avec votre cœur autant qu'avec vos yeux.